Alors voilà les frères, cette trêve internationale du mois de novembre elle est terminée. Ces qualifications aussi pour la CAN 2025 sont terminées. Et ce qu'on peut dire là sur ces 2 dernières journées de qualification pour cette CAN, sur cette trêve internationale, les frères, on a vraiment eu beaucoup de rebondissements les gars. Il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'équipes qui ont impressionné, beaucoup d'équipes qui ont déçu. Donc franchement, il y aura beaucoup de choses à dire ici dans cette vidéo de bilan pour cette trêve internationale. Et on va pas tarder plus longtemps. Et je vais commencer directement par vous donner pour moi les pires équipes de cette trêve internationale. Et je suis obligé, les gars, de commencer par la Guinée. La Guinée qui m'a tellement, tellement déçu, les gars. Je vous dis la vérité. J'avais beaucoup d'attentes sur cette équipe guinéenne, qui pour moi pouvait aller chercher cette qualification pour la CAN 2025. Mais je vous dis la vérité, les gars. D'un autre côté, c'est pas surprenant. D'un autre côté, c'est pas une surprise, les frères. Si vous retournez voir, il y a une vidéo que j'ai faite en début de saison, il y a quelques mois d'ici, où je vous disais clairement que c'était quelque chose qui était prévisible. À ce moment-là, quand la Guinée a viré Kaba Diawara, le sélectionneur qui t'a ramené en quart de finale de la dernière CAN, le sélectionneur qui t'a ramené dans le top 8 de la dernière CAN, le sélectionneur qui a battu l'Algérie au mois de juin dernier, en Algérie, le sélectionneur qui clairement a redoré un petit peu le blason du football guinéen, et tu l'as viré comme ça pour des Jeux Olympiques, parce qu'il n'a pas été forcément bon aux Jeux Olympiques, entre guillemets. Mais déjà là, moi personnellement, je vous l'avais dit dans cette vidéo à l'époque, où j'avais réagi justement au fait que Kaba Diawara a été viré, en vous disant que c'était une catastrophe, que c'était une très mauvaise idée, que c'était un risque énorme de faire quelque chose comme ça. C'était un risque énorme, une très mauvaise idée. Et une idée que j'ai toujours pas compris actuellement. Et là, à ce moment-là, je vous dis, j'avais compris qu'à ce moment-là, cette fédération guinéenne, t'allais droit dans le mur. Et on peut me dire, ok, c'est vrai que la Guinée a failli se qualifier, ce qui est vrai. Avec un Guirassy exceptionnel, un Guirassy contre la RDC qui a été très bon. Un Guirassy sur le rassemblement précédent du mois d'octobre qui t'a mis 4 buts et qui t'a remis la Guinée en course. Mais les gars, Guirassy, il peut pas tout faire non plus. Il fait un maximum, il essaie un maximum de porter cette équipe guinéenne sur son dos, mais il peut pas tout faire. Et t'avais un coach qui justement était très bien, un coach qui justement, voilà, il maîtrisait son sujet. T'as décidé de le virer. Tu t'attends à quoi sérieusement maintenant? Tu t'attends à quoi? Moi je comprends pas les gars. Surtout le fait de virer comme ça un coach juste à la veille des qualifications pour la CAN. Alors quand c'est le Sénégal, ça passe, parce que le Sénégal a tellement de bonnes individualités. Quand c'est pas Sadio Mané, c'est Iliman Ndiaye. Quand c'est pas Iliman Ndiaye, c'est Habib Diarra. Quand c'est pas Habib Diarra, c'est tel et tel joueur. Donc le Sénégal peut s'en sortir, malgré tout. Même si voilà, le sélectionneur qui est en place, il est mauvais ou il est bon, peu importe, le Sénégal, avec les individualités, ça peut être suffisant pour se qualifier à une CAN. Mais la Guinée, je suis désolé les gars, avec le respect que j'ai pour cette équipe guinéenne, t'as pas suffisamment de bonnes individualités pour pouvoir te qualifier à une CAN facilement sans avoir un minimum une bonne tactique, sans avoir un minimum un bon coach. Même le Ghana, qui a aussi des très bonnes individualités, ils n'ont pas été capables de se qualifier à cette CAN. Et d'ailleurs, c'est la transition parfaite pour parler justement du Ghana, qui là aussi, clairement, grosse déception. Alors, je vous dis la vérité, je me suis dit peut-être qu'on allait voir cet exploit du côté ghanéen. Peut-être que cette équipe ghanéenne qui allait être repoussée dans ses derniers retranchements allait nous impressionner, nous surprendre dans cette trêve internationale. Mais franchement, c'était une grosse déception aussi. C'était une grosse déception aussi, franchement. C'est vrai que les Ghanéens, à leur décharge, ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains. Ça, c'est vrai. Ils devaient dépendre de tel et tel résultat, etc. Mais il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus grave pour moi quand tu n'as pas ton destin entre tes mains, quand tu as une équipe qui n'a pas son destin entre ses mains, qui fait déjà pas le maximum. Et c'est ça qui est le plus frustrant. Ils devaient gagner ces 2 matchs du mois de novembre. Ils devaient les gagner, les deux, que ce soit contre l'Angola ou le match d'après contre... j'ai oublié l'adversaire, peu importe. Mais en tout cas, le Ghana devait gagner ces 2 matchs-là. Et même ces matchs-là, ils n'ont pas gagné. Même ces 2 matchs-là, ils n'ont pas été capables de gagner. Ils ont fait un match nul et une défaite. Donc c'est là où tu te rends compte qu'il y a un problème, les gars. C'est là où tu te rends compte que vraiment, quand tu dois faire au moins le maximum contre une équipe de l'Angola, surtout, qui était déjà qualifiée, qui n'avait plus rien à jouer, c'est là où c'est très grave. Tu joues ta qualification contre une équipe qui est déjà qualifiée, qui n'a plus rien à jouer, qui a un peu fait tourner, etc. Et malgré ça, tu n'es pas capable de te qualifier, malgré ça, tu n'es pas capable surtout d'aller chercher cette victoire pour continuer d'y croire jusqu'à la fin. C'est là où franchement j'en veux à cette équipe ghanéenne, la vérité. Et c'est très dommage de ne pas les voir pour la prochaine CAN, que ce soit le Ghana ou bien sûr la Guinée. Après, dans mes déceptions, c'est une équipe qui va jouer la prochaine Coupe d'Afrique, mais qui, malgré ça, voilà, pour moi, est clairement l'une des pires équipes de ce rassemblement. Tout simplement la RDC, les gars. La RDC, en vrai, j'ai l'impression que les Congolais, vous êtes vus trop beaux sur ce rassemblement. J'ai l'impression que les Congolais, c'est bon, vous êtes qualifiés pour la CAN, vous êtes vus comme le Cameroun, vous êtes vus comme l'Égypte, vous êtes vus comme la grande nation africaine. J'entendais parler de ouais, on va gagner la CAN, on va ci, on va ça.
alors que tu as perdu tes 2 matchs. Alors, tu perds ton match contre la Guinée, c'est normal. Et franchement, j'ai fait le débrief de ce match-là. Il n'y a pas de problème. Ça peut être logique de perdre ce match-là. Et j'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs, que la Guinée a gagné ce match-là. T'es déjà qualifié, t'as pas grand-chose à jouer, tu joues contre une équipe qui a faim, qui cherche la qualification. C'est tout à fait normal de perdre, entre guillemets. Mais cette défaite contre l'Éthiopie juste après, même si tu fais tourner, même si voilà, c'est pas forcément l'équipe type congolaise qui a joué contre l'Éthiopie, c'est pas normal les gars, une défaite contre l'Éthiopie. Une défaite contre l'Éthiopie à domicile, c'est pas normal les gars, je suis désolé, c'est pas normal. Quand on voit ce que cette équipe congolaise est capable de faire, quand on voit la série d'invasibilité qu'avait gagné cette équipe congolaise, quand on voit justement, depuis la CAN, l'état de forme dans lequel sont ces Congolais, pour moi, enchaîner comme ça 2 défaites sur un rassemblement, ça fait tâche. Vraiment, la vérité, ça fait tâche. Après, on sait que bien sûr que les Congolais sont capables de faire mieux, que c'est pas pour autant que voilà, les Congolais sont terminés, que si et ça. Mais malgré tout, voilà, comme je vous dis, pour moi, je pense que ça va être une bonne claque pour ces Congolais qui vont peut-être un petit peu remettre les pieds sur terre. Mais c'est vrai, de toute façon, je pense que ce soit les Congolais ou les Camerounais, je pense que c'est deux peuples, 2 nations qui très très vite, ils peuvent s'enflammer. C'est comme ça, voilà. Après, ça fait le charme de ce pays, j'ai envie de vous dire. Mais bon, en tout cas, ça n'empêche pas que pour moi, comme je vous dis encore une fois, c'est l'une des pires équipes, l'une des 3 pires équipes de cette trêve internationale du mois de novembre. Après, pour ce qui est des meilleures équipes, et là, je suis obligé, les gars, je suis obligé. Et ça me gêne toujours quand je mets le Maroc. Mais là, les gars, je suis obligé de mettre le Maroc. Avec une victoire 5-1, une victoire 7-0. Voilà, il n'y a pas d'autre débat, il n'y a pas d'argument à rajouter. Les 2 scores-là, personne ne les a fait. Tout simplement, les frères. Sur ce rassemblement, en tout cas. Donc non, bien sûr, le Maroc a été très très fort. Même si ça a commencé très mal. Cette trêve internationale du mois de novembre pour le Maroc a commencé très mal. Avec ce but encaissé au Gabon. Mais juste derrière, voilà, t'as enchaîné tout simplement 11 buts sans encaisser. Et ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et de toute façon, je referai un bilan sur cette sélection marocaine qui, pour moi, vraiment, sur ces 2 rassemblements, m'a vraiment laissé une très bonne impression. Et d'ailleurs, c'était la première fois, sur le mois d'octobre, que j'avais mis le Maroc dans mes meilleures équipes du rassemblement du mois d'octobre. Et là, ben voilà, ça fait 2 fois que je retrouve le Maroc dans, voilà, pour moi, les meilleures équipes du rassemblement. Et une équipe du Maroc, comme je vous dis, qui commence vraiment à rassurer, commence à vraiment montrer des bons signaux. Mais bon, comme je vous dis, pour ce qui est du Maroc, je vais développer ça dans une vidéo à part entière. Mais par contre, je vais mettre une autre équipe dans ces meilleures nations. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que sur ce mois de novembre, le Sénégal est de retour, les gars. J'ai vraiment ce sentiment-là. Parce que quand on voit justement, bon, c'est vrai que c'est des victoires timides, c'est pas des victoires sur des gros scores, même si voilà, ça reste une victoire 1-0 face à une équipe du Burkina Faso qui est pas mauvaise. Et juste derrière, voilà, ça gagne 2-0. Mais malgré tout, voilà, comme je vous dis, quand je vois le Sénégal aujourd'hui, quand je vois cette régularité sénégalaise qui, pour moi, vraiment, elle est minimisée. Parce que c'est vrai qu'ils se sont fait sortir sur la dernière CAN au tir au but. Mais en sachant qu'une défaite au tir au but, entre guillemets, c'est pas vraiment une défaite, c'est une élimination d'une compétition, mais c'est pas forcément une défaite. Donc si on prend ça en compte, il faut quand même se dire que le Sénégal, là, actuellement, ça fait 1 an et demi qu'ils perdent plus, les gars. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont aucune défaite. Et ça, t'as absolument aucune autre équipe africaine qui te fait ça. Et le fait que, justement, malgré le changement de coach, malgré la transition, etc., qu'ils soient capables d'assurer cette continuité, cette régularité, pour moi, c'est très fort. C'est très très fort. Ils enchaînent là, quand même, sur 6 victoires consécutives. Alors, c'est jamais des grosses victoires, c'est très rarement des grosses victoires avec le Sénégal, ça faut dire la vérité. Mais malgré tout, comme je vous dis, voilà, ça n'empêche pas que pour moi, vraiment, cette équipe sénégalaise mérite d'être valorisée. Et je pense qu'elle peut faire vraiment très mal. Cette solidité qu'ils sont en train de montrer, même si, encore une fois, offensivement, il y a encore des choses à améliorer, encore des choses à corriger, mais cette solidité qu'ils sont en train de montrer, vraiment, ça peut faire très mal, comme je vous dis. Après, voilà, j'ai parlé des meilleures et des pires nations, et du coup, maintenant, les gars, on va s'intéresser aux joueurs, et à commencer par les pires joueurs de ce rassemblement. Alors, je suis obligé, les gars, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je suis obligé de mettre le gardien de la Tunisie, les gars. Le gardien de la Tunisie qui, vraiment, il t'a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Dans le match contre le Madagascar, t'as 2 buts. Les 2 buts du Madagascar sont entièrement de sa faute, les gars. Entièrement de sa faute. Le mec, il rate complètement sa sortie sur le corner du Madagascar en mettant un CSC. Le ballon, il lui venait dans les mains. Il le met dans son but. Et sur le deuxième but du Madagascar, sur une frappe totalement anodine sur son poteau, une frappe qui venait en plein sur lui, il arrive à se prendre un but comme ça, les gars. Donc c'est pour ça, je suis obligé de considérer que pour moi, voilà, c'est pour moi l'un des pires joueurs de ce rassemblement. Quand on sait en plus de ça qu'il est sorti à la mi-temps, tellement il a été mauvais, t'es obligé, comme je vous dis, de souligner
sa mauvaise prestation, même si, attention, il est très jeune, et on le voit, voilà, c'est un jeune joueur, il a 20 ans, mais c'est pas de sa faute, les gars. C'est la faute de son entraîneur, son sélectionneur, qui vraiment, il l'envoie au charbon. Pour moi, vraiment, c'est un sélectionneur qui fait une très mauvaise chose, là, en faisant ça. Ok, tu veux faire tourner, tu veux faire jouer un autre gardien, etc., il n'y a pas de problème. Mais ça, tu le fais en fin de match, quand tu mènes au score, quand tu es en confiance, ou tu le fais quand toi-même tu es en confiance. Même cette équipe tunisienne, elle est déjà même pas en confiance elle-même. Cette équipe tunisienne, actuellement, elle est en grosse difficulté. Et là, en plus de ça, voilà, tu t'envoies dans le bain comme ça un joueur de 20 ans. Mais bon, pour ce qui est du sélectionneur tunisien, je vais en reparler. Ce soir, normalement, je vais sortir une petite vidéo sur le sélectionneur tunisien. Et je pense qu'on aura des choses à dire, les gars. J'ai des comptes à régler avec lui, je peux vous dire la vérité par rapport à ça. Après, je vous ai parlé de cette équipe du Ghana qui a été très mauvaise pendant ce rassemblement. Cette équipe du Ghana qui a été incapable de battre l'Angola qui était déjà qualifié. Mais ça, les gars, je vous dis la vérité, c'est en grande partie à cause d'un seul joueur. C'est en grande partie à cause de Gédéon Mensah, le latéral gauche ghanéen, qui a été catastrophique dans ce match contre l'Angola. Qui a été à lui tout seul quasiment responsable de cette élimination ghanéenne. Dites-vous, les gars. Le Ghana n'a pas été catastrophique dans ce match-là. Le Ghana menait au score même dans cette rencontre. Et le mec, il t'a concédé un penalty. Il te concède un penalty, les gars. Mais dites-vous, ce qui est le plus fou, c'est que malgré tout, le Ghana arrive à éviter d'encaisser sur ce penalty. Le gardien ghanéen arrive à faire un bel arrêt. Donc juste après, le mec il dit « Ah ouais, j'ai quand même failli éliminer mon pays avec cette situation-là. J'ai quand même failli éliminer mon pays sur un penalty que j'ai concédé. Donc on pourrait croire que juste derrière, il aurait été plus concerné, il aurait été plus impliqué, il aurait fait attention à ne pas faire de dinguerie. Mais comme si c'était pas suffisant, les frères, juste derrière, le but de l'Angola, il est en grande partie responsable. Il est en grande partie responsable avec une erreur totale de marquage où il n'intervient même pas, où il est totalement passif justement sur ce centre de l'Angola. Et clairement, tu peux lui en vouloir, tu peux que lui en vouloir. Aujourd'hui, franchement, si j'étais ghanéen, je lui en voudrais réellement, je vous dis la vérité, les frères. Après, voilà, on sait que malgré tout, vous allez me dire, ouais, la qualification ghanéenne était compliquée, elle n'était pas forcément en poche, mais juste le fait de ne pas avoir permis à ses supporters d'y avoir cru jusqu'au bout, de ne pas avoir permis à ses supporters de pouvoir justement penser à cette qualification jusqu'à la dernière journée, déjà ça, pour moi, c'est vraiment très grave. De dire que tu n'avais pas forcément le destin entre tes mains, mais que tu n'as pas fait le maximum pour pouvoir tout faire pour te qualifier et peut-être attendre le résultat des autres. Mais bref. Là, j'ai parlé de 2 joueurs défensifs dans les pires joueurs, mais bien sûr que j'ai oublié de parler d'un joueur offensif, et comme ça, il n'y a pas de jaloux, comme ça, on a parlé d'un gardien, un défenseur, et là, on va parler d'un attaquant, un joueur offensif, les gars. Et Jérémy Boga. Jérémy Boga, pour moi, vraiment, c'était une catastrophe, les gars. Une catastrophe. Le mec a joué titulaire sur les 2 matchs de la Côte d'Ivoire. Sur les 2 rencontres ivoiriennes, contre la Zambie, contre le Tchad, c'était une catastrophe. Il t'apportait absolument rien. Ce joueur, c'était un trou noir à ballon. Dès que tu lui donnais un ballon, il le perdait. Il te faisait absolument rien. Il apportait absolument aucune plus-value. En 2 matchs, il t'a créé quasiment aucune occasion. Il t'a créé quasiment aucune situation. Et franchement, bien sûr que pour moi, franchement, t'es obligé de le considérer comme l'un des pires joueurs de ce rassemblement, je vous dis la vérité. Parce que c'est bien beau de tirer sur les joueurs défensifs, mais des fois, quand t'as des joueurs offensifs qui sont là, qui enchaînent presque plus de 120 minutes dans un match et qui sont incapables d'être décisifs ou ne serait-ce qu'incapables de créer du danger. Non, pour moi, un joueur comme lui, il est en grande partie responsable justement de cette défaite de la Côte d'Ivoire contre la Zambie, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de le citer, même si bon, j'ai déjà suffisamment tiré sur lui dans mon débrief du match contre le Tchad. Mais j'espère vraiment que c'est un joueur que je verrai plus, qu'on verra plus titulaire dans cette équipe ivoirienne, je vous dis la vérité. Après, sur une note positive, un peu plus positive en tout cas, on va parler des meilleurs joueurs de ce rassemblement. Et là, je vais commencer par un joueur sénégalais, avec tout simplement Malick Doumbia, qui est peut-être même l'homme de ce rassemblement. L'un des meilleurs joueurs en tout cas de ce rassemblement, qui a été exceptionnel. Le mec, il a clairement déjà qualifié cette équipe sénégalaise. Cette équipe sénégalaise qui, je rappelle, n'était pas officiellement qualifiée avant ce rassemblement du mois de novembre. Et va arranger cette qualification contre le Burkina Faso, avec un but, un très beau but d'ailleurs. Et juste derrière, sur le match contre le Burundi, il te met un doublé, les gars. Et je rappelle que c'est un milieu de terrain. Un milieu de terrain, les gars. Il a marqué les 3 buts du Sénégal à lui tout seul dans cette trêve internationale. Franchement, c'est très fort. C'est très très fort. Ce qu'il a pu faire en tant que milieu de terrain en plus de ça, marqué dans les 2 matchs,
c'est une dinguerie, les gars. Vraiment, vraiment très très fort ce joueur. Et c'est un joueur que vraiment j'ai hâte de revoir et que j'attends de voir avec impatience sur le prochain rassemblement pour voir si il va proposer de la continuité ou pas. Après, un autre joueur qui, là aussi, on peut parler d'un joueur qui a pas beaucoup fait parler, pour le coup, qui a fait moins parler, c'est un joueur malien. Alors, du côté du Mali, il y en a beaucoup qui s'attendaient peut-être que si j'allais souligner un joueur malien, j'allais peut-être plus parler d'un Dorgelès qui a mis un triplé sur ce match contre Eswatini. Mais j'ai préféré mettre justement Komori Doumbia, qui pour le coup n'a pas forcément mis un triplé, mais a mis 2 buts sur ce rassemblement. Un but sur le premier match, un but sur le deuxième match, et surtout, il te met en tout 2 passes décisives dans ce rassemblement. Donc c'est le joueur au final malien qui a été le plus décisif. Et moi, généralement, je préfère un joueur qui est régulier sur 2 matchs, qui est bon sur le premier match et le deuxième match, plutôt qu'un joueur qui est bon et qui est exceptionnel que sur un seul match. Donc c'est pour ça que clairement, vraiment, il le mérite entièrement, même si bien sûr que Dorgelès, les gars, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, comme je vous disais en début de vidéo, cette efficacité de manière générale côté malien, c'est une très bonne chose. Après, je vous parle justement de cette capacité qu'un joueur peut avoir justement de pouvoir marquer et de pouvoir être décisif sur le premier match comme sur le deuxième match. Mais ça, les gars, il n'y a aucun joueur qui a pu le faire aussi bien que Brahim Diaz, les gars. Brahim Diaz, les gars, vraiment, c'est ce joueur, ce qu'il est capable de faire, la facilité avec laquelle il joue dans le football africain, c'est incroyable, les frères. J'ai jamais vu un joueur s'adapter aussi rapidement au football africain. Le mec finit meilleur buteur justement de ses qualifications pour la CAN 2025, alors qu'il a raté 2 matchs dans ces qualifications-là. Il y a un match où il n'a pas été titulaire. Et malgré tout, il est largement meilleur buteur de ses qualifications. Sur ce rassemblement, les gars, il te met un doublé et un triplé. Il te met 5 buts en 2 matchs. Franchement, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus avec un joueur pareil, les gars? Il faut juste voir les stats. C'est exceptionnel, les gars. Exceptionnel. En 2 matchs, et il a beaucoup plus de buts en sélection que beaucoup d'attaquants. Et pas que des attaquants africains. Il a plus de buts qu'un Dembélé, par exemple, en sélection française. Faut se le dire, ça, les gars. Non, franchement, exceptionnel. Brahim Diaz, les gars, là aussi, j'en ai parlé suffisamment dans mon débrief. Mais pareil, comme je vous disais, je reviendrai sur une vidéo en part entière sur le Maroc pour parler de la situation marocaine actuellement. Mais bref. En tout cas, voilà, pour ce bilan du mois de novembre. Il y aura une vidéo qui va arriver aussi où on va se projeter un petit peu sur cette CAN, bien sûr, avec toutes les équipes qualifiées. On se fera un petit avis, un premier avis justement sur l'ensemble des équipes qui sont qualifiées pour cette Coupe d'Afrique. Donc on se dit à très vite les frères pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.